que ça a dû démarrer. Voilà, donc voilà, on me dit l'enregistrement a démarré. Votre événement est en cours d'enregistrement. Donc, bonjour à tous et à toutes. Voilà, ravi de pouvoir à la fois échanger avec vous sur un sujet qui est la conduite du changement. Alors que c'est un sujet que j'ai intitulé les leviers pour réussir ces transformations. Premièrement, l'idée déjà, c'est de pouvoir savoir si vous m'entendez bien. Donc, est-ce que vous pouvez me dire, alors je ne sais pas si vous voyez en bas ou à droite de votre écran, il doit y avoir un petit chat, voilà. Et donc, du coup, voilà, je vous demandais si vous m'entendez bien. Je vois qu'il y a parfait, Stéphane dit parfait, Mike aussi. Fanny aussi, merci. Donc, ça veut dire qu'on m'entend bien. Voilà, juste pour déjà pour faire un petit point, d'où est-ce que vous vous connectez? Voilà, comme ça, on peut savoir aussi toutes les régions, à la fois de la France ou du monde, qui sont connectées à ce webinaire. Moi, personnellement, je suis connecté de Puteaux, La Défense. Voilà, on est pas très loin, finalement de Paris et du centre névralgique du business. Voilà, il y a quelqu'un qui est connecté de Perpignan. Donc, Fanny, bonjour, de Perpignan du Sud. OK. Alors, n'hésitez pas hein, à pouvoir me dire voilà, d'où est-ce que vous venez pour qu'on puisse aussi faire un peu connaissance. Je vais commencer aussi à pouvoir vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que le point que je souhaite aborder sur les transformations euh, et dans la réussite de ces transformations, c'est j'ai préparé quelques points sur le pilotage des transformations, sur le leadership, qui est la clé pour moi de la réussite de ces transformations, c'est d'arriver à embarquer finalement les middle managers. On va en parler à la fois comment faire et pourquoi, et puis des opportunités que ça amène, qui sont un peu cachées et qui permettent de soulever et d'amener la transformation à un autre degré. Alors pour ça, parce qu'en fait, ce que je voudrais, c'est que ce soit assez interactif et puis que je puisse répondre aussi à vos problématiques. Ce qui est important pour moi de connaître, c'est dans quel business vous êtes, parce que clairement, quand on est quand on est dans une TPE, finalement, on ne va pas engager la transformation de la même manière quand on est dans une ETI ou quand on est dans un grand groupe. Clairement, c'est pas les mêmes sujets ou la même façon d'aborder. Et du coup, aussi, en fonction de votre contexte, il y a des contextes différents, qu'on soit dans les télécoms, qu'on soit dans l'automobile, qu'on soit dans la pharma. Voilà. Et donc, du coup, pour pouvoir aussi piocher des exemples ou des idées, ça me permettrait de pouvoir échanger avec vous. Donc, il y a 3 questions. Dans quel business vous êtes? Alors, moi, je suis dans le business du conseil. Hein, si je réponds aussi aux questions et de la transformation. L'obstacle numéro un que vous pouvez avoir en termes de transformation, en termes de conduite du changement, qu'est-ce qui est en train de se jouer pour vous? Sachant que dans cette conférence, hein, j'ai vu dans les inscriptions, il y a des personnes qui sont patrons, d'autres qui sont DG, d'autres qui sont directeurs, d'autres qui sont managers, d'autres qui sont responsables financiers, d'autres qui sont des coachs, d'autres des consultants. Voilà. J'ai Didier qui me fait un petit salut. Donc, bonjour Didier, salut. On a Fanny qui est coach de vie, qui souhaite rapidement faire décoller son activité. Voilà, donc n'hésitez pas, enfin, partagez parce que plus vous en donnez, plus ça me permet aussi moi de spécifier et de pouvoir être clair sur finalement ce que je peux vous apporter sur les différents sujets. Voilà. Donc je vois qu'il y a une quinzaine de participants qui sont inscrits, peut-être plus. Voilà. Est-ce que vous pouvez me partager dans quel business vous êtes? Je sais pas, Alexandre, Charline, j'ai Valérie, il y a Frédéric, il y a Guillaume, Méadji, il y a Mike, il y a Pascal, il y a Didier, il y a Fanny, il y a Stéphane, il y a 2 Stéphane d'ailleurs. Ah, il y a Stéphane, salut Stéphane. Okay, donc on a Frédéric qui est DG de transition opérant dans l'industrie et les technologies, effectivement. Hein, il y a pas mal de changements qui s'opèrent là-dessus. On a quelques clients dans l'industrie notamment. Mike qui est en reconversion. Méadji qui est dans les RH, recrutement. Valérie qui est consultante en lead expertise change. Didier, Didier retraité actif. Ouais, ok. Parfait. Eh ben, écoutez, et du coup, alors, soit chez vous, soit dans votre entreprise,
Quels sont les obstacles que vous voyez en matière de transformation aujourd'hui, soit chez vos clients, soit chez vous en interne? Qu'est-ce qui est en train de se jouer pour vous et c'est quoi votre échéance sur ces transformations? Méalgique, eh ben, dans les projets de gestion des déchets de bureau. Ok, d'accord. Ok, merci pour vos réponses. Ok, et effectivement, directeur associé d'une start-up. Donc, effectivement, bah, spécialité QVCT. Alors, QVCT, QV, ça doit être qualité de vie. Et CT, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, si vous pouvez préciser, Stéphane. Ok. Donc, c'est vrai que la transformation dans des startups ou bah, dans des grands groupes ou dans des ETI, c'est pas forcément la même chose. Et puis, alors, conditions de travail, ok. Qualité de vie, conditions de travail, ça marche. Super, merci Valérie. Ok, c'est l'avenir, la QVCT. Ok, ça marche. Bien, bah écoutez, donc merci déjà pour ce contexte et puis les premiers éléments que vous amenez en termes de transformation. Ce qui serait intéressant aussi, c'est quels sont les obstacles que vous voyez en termes de transformation. Donc on a Frédéric qui nous dit, je suis souvent confronté à des problématiques de changement dans les entreprises dans lesquelles j'interviens. Ouais, ok, ce n'est jamais simple, notamment car les gens n'aiment pas le changement en général. Ouais, alors c'est vrai que le changement, enfin souvent quand on annonce un changement, il y a souvent des gens qui voient ça comme de la perte ou comme en fait, le changement, on peut voir ça comme de deux manières. La première, c'est tiens, c'est une surprise, un peu comme un cadeau de Noël, je vais y gagner quelque chose. Ça, c'est une première vision et c'est le contexte dans lequel ça s'inscrit. Ou alors, comme une perte potentielle, un effort supplémentaire à fournir. Et on touche un point du doigt qui est important, c'est le contexte dans lequel se crée et est amené le changement. Souvent, on fait du changement ou on fait une transformation pour résoudre une problématique. Et moi, les patrons que j'ai au téléphone ou avec lesquels je travaille, souvent au démarrage en fait de l'action, la première chose sur laquelle ça vient, c'est OK, j'ai un problème avec mon directeur commercial, j'ai un problème avec mon directeur production, j'ai un problème dans le sens où il n'y a pas suffisamment d'engagement, ou alors on n'atteint pas les objectifs, ou alors c'est on est dans un contexte dans lequel le business, le secteur est en train de changer. Je pense notamment par exemple à l'automobile où il y a une électrification et puis il y a des concurrents qui sont en train de prendre des parts de marché. Donc en fait, la première chose souvent qu'on dit dans les transformations, c'est qu'en fait, le contexte est clé, le contexte dans lequel on inscrit finalement la transformation est clé, et la façon de percevoir le changement dépend de la façon dont on perçoit le contexte. Je m'explique, il y a un an, j'avais un directeur commercial au téléphone, et on était en train de regarder pour aider finalement son équipe de vente à atteindre ses objectifs et puis à développer la dynamique commerciale que ça nécessitait pour aller développer une ligne de produits. Et la première chose, et à un moment donné, il vient dans le sujet, il me pose, mais c'est quand le meilleur moment finalement pour faire cette transformation? Euh, et une de mes réponses, ça a été justement de dire, OK, souvent, quand on demande et quand on veut former ou transformer un modèle commercial, on le fait parce qu'on est un peu obligé pour s'adapter au marché. Et quand on le communique comme ça veut dire qu'on va demander des efforts aux gens. Donc, à partir du moment où on change le contexte, c'est-à-dire qu'on est dans un moment finalement où on est déjà en pleine réussite, on a déjà réussi tel objectif, tel autre, et en fait, ce qu'on est en train d'amener, c'est qu'on est déjà en réussite, et donc du coup, pour accélérer cette réussite, ça va changer la façon dont les gens vont percevoir le changement et vont percevoir l'effort qu'ils vont avoir à faire et le changement qui va s'opérer. Et donc du coup, c'est là où je pense, en tout cas notre vision à nous, c'est que le contexte, l'avenir dans lequel la création de l'avenir dans lequel on inscrit finalement cette transformation est clé et ça demande de le clarifier en amont, soit avec le décideur, soit avec le patron et les équipes, pour faire en sorte de faire émerger ces visions qui font que la transformation est vécue comme une opportunité et non pas comme une obligation de changer pour s'adapter et que ça va être dur. Bon, ça, c'est un premier élément. J'ai Valérie qui nous dit les transformations durables
c'est de transformer la culture et les modèles économiques. Bonne volonté en RSE, mais il ne faut pas toucher à la rentabilité de pure finance. Et oui, c'est qu'en plus, derrière, il faut transformer souvent dans ces périodes où on transforme, bah, la façon dont on valorise, enfin, la façon dont on a des rentrées change aussi. Et donc, il s'agit d'accepter aussi que si on change le modèle ou qu'on change quelque chose, bah, il y a d'autres choses qui vont changer en termes de chiffre d'affaires, de productivité, de rentabilité, et d'être à l'aise aussi avec ce changement, tout en gardant un cap pour faire en sorte évidemment que ces transformations soient rentables et qu'on valorise l'investissement qui est en train d'être fait au même moment. Arnaud nous dit le poids des années, spécialement dans des PME de plus de 20 ans avec des personnes qui n'ont connu que cela. Donc ça, c'est l'obstacle numéro un, c'est le poids des années, c'est-à-dire l'historique finalement de toutes les transformations qui ont été opérées avant dans les PME et vis-à-vis des personnels qui effectivement se disent OK, encore un changement et qui se disent finalement on va le vivre de la même manière qu'on a déjà vécu les derniers changements. Donc effectivement, ouais, ça c'est un gros problème qu'on rencontre aussi. Didier qui nous dit en général les perturbations de l'existant pèsent plus lourd que les bienfaits espérés. Retour d'expérience. Ouais, ok. En tout cas, la perception, ouais, c'est vrai, la perception des perturbations de l'existant pèse plus lourd que les bienfaits espérés. Et puis surtout, les bienfaits espérés, ils sont dans l'avenir, ils ne sont pas dans le moment où on vit. Ça, c'est quand on projette la transformation sur du après, effectivement. Merci Didier. Bien, merci beaucoup pour vos partages. Je vais avancer, sinon on va rester tout le temps là-dessus. Juste pour vous présenter du coup Ellie Partner. Ellie Partner, c'est une société que j'ai repris et racheté en 2013 avec deux autres associés, un qui s'appelle Franck et un qui s'appelle Alexandre. Il y a une quatrième associée qui est venue se rentrer dans les rangs qui s'appelle Lydia. Et l'idée de ce projet, c'est de soutenir la transformation des organisations dans la sérénité. Parce qu'effectivement, on est en train d'aborder un point qui est sujet, c'est que la conduite du changement, qu'elle réussisse ou qu'elle échoue, parce que parfois elle peut échouer, et ça on verra, c'est un sujet de structure, c'est que le principal sujet des gens, c'est d'arriver à le vivre le plus sereinement possible, ce changement, c'est-à-dire d'être confiant à la fois sur ses ressources, à la fois sur les ressources de l'entreprise, et sur le fait qu'on va vers un projet dans lequel il y a des bénéfices. Et pour ça, nous, on a équipé l'entreprise finalement de 5 domaines. Le premier domaine, c'est compétences et formation. Le deuxième, leadership de projet, pilotage de transformation, c'est plutôt de celui-là dont je vais parler aujourd'hui, qui est mon domaine. Compétences et formation, c'est celui d'Alexandre. Action sur site et valorisation, c'est Lydia. Inspiration, conseil et audit opérationnel, c'est Franck. Et ressources, recrutement et placement, c'est Régis. D'ailleurs, ça me permet d'annoncer que voilà, cette conférence, finalement, elle est inscrite dans un cycle qu'on fait maintenant depuis 6 mois, où il y a 5 conférences. Donc aujourd'hui, c'est la conduite du changement. Et le mois prochain, ce sera Régis, qui est le patron du domaine d'activité qu'on a appelé ressources, recrutement et mission de transition des partners, qui va aborder le sujet de retenir les talents dans l'organisation, les stratégies de réussite. Et alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, il est venu me voir et il me disait retenir les talents dans l'organisation, est-ce que c'est ce que cherchent les DRH et comment je me sens par rapport à ça? Finalement, c'est parce que son idée, c'était de parler de recrutement. Et avec une simple question, finalement, qui lui a permis de changer le contexte dans lequel retenir les talents dans l'organisation marchait pour lui, dans le sens, il y a dans le recrutement, il y a la partie sourcing et il y a la partie intégration. À partir du moment où on se focalise aussi sur une des problématiques, finalement, qui n'est pas uniquement d'attirer, mais de retenir les gens dans l'organisation, Régis, lui, ça lui a permis de comprendre et de se dire, OK, c'est chouette, en fait, finalement, de pouvoir faire une conférence sur ce sujet-là, parce qu'en fait, on a des vrais atouts là-dessus. Donc, juste pour vous dire que changer le contexte, finalement, c'est ce qu'on appelle un recadrage dans les entreprises. C'est finalement de prendre une problématique qui est un problème et en changeant le contexte, déjà, on engage la personne et on engage l'organisation dans un nouveau contexte et dans une transformation dans laquelle elle a envie d'aller. Alors, pourquoi je vous dis ça? Déjà parce que l'idée de cette conférence et de ce webinaire, finalement, c'est d'aborder des thématiques, mais évidemment, c'est parce qu'on parlera de votre cas particulier ou de votre sujet particulier qu'on pourra regarder aussi si la méthode, elle peut s'appliquer ou pas.
et quels sont les résultats à attendre. Donc, ce que je vous invite à faire à un moment, c'est prendre rendez-vous, hein. Vous avez un lien là-dessus en haut pour pouvoir ensuite prendre rendez-vous avec moi ou quelqu'un de l'équipe de Elite Partner pour pouvoir parler de votre sujet, qu'on éclaire certains points et qu'on vous aide et qu'on soutienne votre réflexion sur ces sujets-là. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire à n'importe quel moment. On sera ravis de pouvoir échanger en one-to-one à l'issue de cette conférence et pouvoir adapter les modèles qu'on propose. Alors, je viens sur un deuxième point, c'est que on est en train de parler de conduite du changement et les patrons, les dirigeants que je rencontre, on parle souvent d'un changement à faire. Mais on n'est pas en train de… Souvent, ils oublient qu'ils sont tout le temps en transformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le contexte est tellement mouvement, en fait, on parle de permacrise, de permatransformation, dans le sens une transformation en chasse une autre, en chasse une autre, en chasse une autre. Et souvent, c'est aussi ce qui peut arriver dans des organisations, c'est que on se dit, OK, ça n'arrête jamais. Finalement, une fois qu'on a mis le doigt dedans, on ne s'arrête jamais. C'est juste qu'en fait, au fur et à mesure, on est en train de prendre conscience qu'on est une mouche dans un TGV qui avance. Et si on est la mouche, on se dit, OK, bah, j'avance de wagon en wagon petit à petit. Mais en fait, on est tous embarqués, quand on est dans une organisation, une entreprise, dans un train qui est en train d'avancer. Et qu'on avance ou pas, en fait, qu'on ait le sentiment d'avancer ou pas, on est quand même en train d'avancer. Si on est une mouche dans un train à 300 km/h, on est toujours en train de bouger à 300 km/h. Mais la perception de la mouche, c'est qu'elle, elle est statique, peut-être dans son wagon. Et la prochaine transformation, c'est de passer de wagon en wagon. Donc, en fait, la première chose, c'est on est en transformation, OK, mais donc, du coup, qu'est-ce qui est important dans une transformation? C'est aussi de garder à la fois un cap et de s'engager dedans. Et quand on s'engage dedans et qu'on vole, finalement, de wagon en wagon, d'avoir la perception qu'on est en train d'avancer et que on va vers un avenir. On est déjà dans un avenir construit qui est déjà top et à la fois dans un avenir qu'on est en train de construire qui aura encore plus de bénéfices. Et ça, c'est tout l'enjeu finalement des transformations et de la conduite du changement en lien avec cette transformation. Alors, juste une petite étude pour s'y référer, c'est qu'il y a plein de projets qui sont menés dans les organisations sans conduite du changement. Je ne dis pas qu'il faut, sur chacun des projets, y associer de la conduite du changement à chaque fois, parce qu'en fait, ça demande de les choisir. Il y en a qui en nécessitent, d'autres qui n'en nécessitent pas. Ça va dépendre finalement du niveau de saturation des équipes. Mais en tout cas, il y a des études qui montrent, c'est celles de McKinsey, de ProSci, qui sont des références aussi dans ce domaine-là, et de Wellington, c'est que la majorité des projets, 74% des projets, échouent. Alors, échouent, on peut se dire, OK, non, on est quand même arrivé au final. OK, mais on ne l'a pas fait dans les délais. On ne l'a pas fait avec tous les bénéfices qui étaient estimés au départ. Ou alors, on ne l'a pas fait avec on a surconsommé en ressources. C'est-à-dire finalement financière ou autre. Et alors qu'en fait, quand on y associe de la conduite du changement, c'est-à-dire du pilotage de projet, et on va voir après ce que ça regroupe finalement, on va avoir 6 fois plus de chances d'atteindre les objectifs de ce projet, 78% de chances de respecter les échéances et 69% de respecter aussi les délais et les ressources. Voilà, bon, ça, c'est des études de référence, mais c'est vrai qu'on s'appuie dessus, nous aussi, pour pouvoir y arriver. Cette slide-là, les challenges rencontrés en conduite du changement. Bon, si vous êtes là, c'est sans doute que… alors, Valérie nous dit, c'est pas 70%. Bon, on ne doit pas être très loin des chiffres. 74, 70, ça doit être bon. Ça doit dépendre des études, Valérie. Les challenges qu'on rencontre, souvent, c'est un manque d'adhésion. Je parlais avec une DRH qui conduit une transformation en fait dans un pôle R&D d'une boîte du CAC 40 qui changeait de culture. C'est-à-dire que en fait, ils ont changé les têtes. C'est-à-dire qu'il y a 2 types de cultures. Alors, je ne vais pas tout dévoiler parce que c'est encore confidentiel. Mais en fait, ils ont changé les directions et surtout, ils ont focalisé la culture vers une culture de performance. C'est-à-dire qu'avant, on était dans une entreprise, dans la R&D, dans laquelle finalement, on laissait libre cours
à la créativité des marketeurs, du centre de R&D pour constituer des produits et ensuite les vendre, les donner à vendre aux populations commerciales et dans les pays. Et le sujet, c'est qu'ils ont changé du coup les têtes de cette organisation et ils ont dit, OK, maintenant, on va aller vers de la performance, c'est-à-dire qu'on va mettre des indicateurs, on va outiller les gens, on va leur donner des délais, on va aussi se positionner et axer pour regarder les produits par rapport en fait, au marché et se positionner dans le top 3. Et en pensant faire ça, ils ont pensé naturellement que les gens allaient les suivre et du coup, que naturellement, les gens, parce qu'ils ont des objectifs, vont les suivre et qu'ils seraient contents d'y aller. Et ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que, alors évidemment, le top board était engagé. Et souvent, c'est ce qu'on va retrouver dans les transformations. C'est que le board des directeurs, là, ils sont 15. OK, ils ont des objectifs, ils sont drivés dessus, ils adhèrent pleinement à la transformation. En général, là où ça se situe, c'est dans ce qu'on appelle la leadership team extended, c'est-à-dire les encadrants globaux, middle management. Là, sur 60 personnes, ils en avaient un tiers, finalement, qui était engagé. Et chez les opérationnels, où ils sont plus de 300, la problématique, c'est que déjà, ils n'en entendent pas parler, ils sont contre. Du coup, il y a des piquets de grève, il y a des gens des remontées CHSCT. Et donc, on observe des frictions, des gens qui disent on ne comprend pas, des gens qui deviennent méfiants, des gens qui ne donnent pas tout ce qu'ils ont à donner au quotidien, et donc, du coup, les objectifs ne se font pas. Et là, c'est là où, en général, la direction se dit, OK, mais il y a un problème, on mandate la DRH en disant, on a un problème sur l'engagement. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup plus large. C'est qu'en fait, ils n'ont pas adhéré au changement de culture et à la vision que cette culture pouvait leur apporter. Et donc, c'est là où on est en train d'arriver en les soutenant. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'en fait, on regarde finalement la manière dont sont pilotées les transformations. Parce que dans cette problématique-là, chez ce client-là, ils pensent qu'ils sont en train de piloter. Ils sont en train de piloter, par exemple, une voiture, mais ils n'ont pas les roues, ils n'ont pas le moteur avec eux. Donc, en fait, ils sont en train d'appuyer à fond sur l'accélérateur, mais il y a une courroie de transmission, finalement, qui ne va pas jusqu'au moteur, où la voiture, finalement, est brinque-balle, parce que tout le monde n'est pas forcément bien aligné. Et là, c'est là où on reprend la transformation. Et souvent, d'ailleurs, c'est un des cas qui nous arrive assez souvent, c'est que la transformation, elle est mal engagée dès le départ. Autrement dit, ils n'ont pas suffisamment clarifié, et c'est le schéma que je projette à côté, qui est le schéma issu d'une méthode qui s'appelle Acertare. Alors peut-être qu'il y en a d'autres qui la connaissent. Certains, il y a d'autres méthodes comme ProSci, mais qui permet en fait de clarifier finalement où sont les problématiques qui sont en train de se passer. Alors j'ai Didier qui réagit. La réussite du changement, c'est expliquer encore et encore, accompagner sans faiblir, récompenser sans compter, ne pas chercher à changer les gens, chercher principalement à faire évoluer la perception qu'ils ont du contexte. Là, je te rejoins totalement, Didier, là-dessus. Et c'est d'ailleurs le sujet de cette slide, c'est qu'en fait, la première chose, finalement, ça va être, et j'ai commencé à l'aborder, c'est définir, et c'est la partie bleue qui est souvent faite trop rapidement, c'est-à-dire qu'on se dit, OK, on veut transformer l'organisation, on veut transformer les pratiques commerciales, on veut transformer la façon de recruter, on veut transformer le business model ou transformer le workflow de travail. Je dis ça parce que ça, c'est des problématiques qu'on rencontre, nous, et sur lesquelles on agit. Et on se dit, OK, quel est le plan d'action? Voilà. Et le plan d'action, donc du coup, c'est une suite d'étapes à franchir. Et on n'est pas en train de se poser la question. Donc là, on est en mode projet. Et souvent, ce qu'on oublie, c'est justement d'y associer la conduite du changement et de définir précisément donc, le pourquoi et les objectifs qui va permettre d'engager les gens sur le sens du projet. Ça, c'est la première partie bleue. Ensuite, comment les personnes sont impactées, c'est-à-dire d'avoir une vision de « OK, mais si je change une ligne de produit, comment ça va impacter finalement mes commerciaux en termes de rémunération, comment ça change le management commercial, comment ça change les visites clients ?»
Si c'est un workflow de travail, OK, mais du coup, si sur la chaîne de commande, en fait, j'ai le service financier, achat, ADV enfin commercial, ensuite ADV et ensuite production. Si je change de workflow de travail, comment je change finalement la vie des gens, les relations de travail entre eux et en ce moment, du coup, quels sont du coup les enjeux qu'on va gérer en termes de résistance? En quoi ça, on va leur demander un gap de compétences, un gap de perception? Comment est-ce qu'on modélise l'organisation? Alors, Pascal qui dit comment s'écrit ProSci? ProSci, c'est Prosci. Et à ce moment-là, on commence à avoir une vision claire. Et donc, ça, c'est ce qu'on fait en fait avec les dirigeants. À partir du moment où on porte un projet de transformation, c'est pas suffisant en fait de créer un plan d'action, c'est d'abord nécessaire en fait de clarifier la vision qu'on a et de la pousser le plus loin possible de OK, en tant que dirigeant, comment ça change finalement mon approche marché, comment ça change mon organisation, comment ça change la façon des habitudes de travail, strate par strate, et donc du coup aussi quels sont les enjeux que j'ai à gérer en termes pour embarquer les gens et les amener à se fédérer à ce projet population par population. Et à ce moment-là, on commence à avoir un état des lieux qui est suffisamment important pour pouvoir commencer à proposer un plan d'action. Et c'est ce qu'on va retrouver dans la partie verte. C'est dans la partie verte pour conduire le changement, 4 grands points. La première, c'est des actions pour informer et mobiliser, donc créer une communication récurrente tous les mois, tous les 3 mois, ça dépend en fait de la taille du projet et de l'impact de ce projet-là, mais d'informer finalement, et pas uniquement les gens qui vivent le changement, mais un écosystème qui est beaucoup plus large sur quelles sont les étapes, où est-ce qu'on en est, et montrer finalement au fur et à mesure qu'on prend des engagements et que on tient celui-ci, on tient celui-là, on tient celui-là, et qui amène au fur et à mesure les gens finalement à s'inscrire à l'intérieur et à se dire, OK, on est dans une transformation et on la vit, et clairement, il y a commence à avoir des résultats. Ensuite, les 3 autres points, c'est action pour former. On va dire, ça paraît évident, mais il y a plein de fois, on l'oublie. Souvent, d'ailleurs, enfin, nous, dans les populations commerciales, c'est souvent les CRM ou c'est souvent l'ERP. On dit, OK, il y a le change, en fait, on change l'outil, ou on change quelque chose dans l'outil et les gens s'adapteront. On parle d'adaptation forcée ou d'obligation finalement d'utiliser. Et souvent, à cet endroit-là, on n'investit pas et on se mord la queue en fait de ne pas l'avoir fait avant, parce qu'on est obligé de revenir à cette étape-là dans plein de transformations. On oublie qu'à un moment donné, il faut aider les gens à grandir, parce que c'est pas naturel finalement de se dire, OK, je vais faire l'effort moi-même d'aller me former à ci ou d'aller me former à ça. Et il y a besoin d'un soutien à cet endroit-là. Je pense que ça devient évident quand on compare ça finalement à l'éducation d'un enfant où à un moment donné, il y a une difficulté à passer. C'est évident qu'à un moment donné, on va se poser à côté de l'enfant. En tout cas, moi, je fais ça pour ma fille et les aider à éclairer un ou deux points sur lesquels elles ont encore à passer un cap. Il y a les actions pour gérer les résistances, donc ça c'est ce qu'on appelle du coaching, et puis des actions pour guider le sponsor, parce que en fait il y a tout un jeu de chaises musicales qui est en train de se passer. Et donc du coup, à ce moment-là, dans les actions, ce qui est important de réaliser, c'est de soutenir le management là-dessus. Et alors, si le board se trompe, alors j'ai une question de Pascal, si le board se trompe de changement, que faire? Alors ça, c'est une bonne question. Alors ça veut dire que de votre point de vue, il se trompe de changement. Parce qu'il y a plusieurs cas. Il y a soit le board se trompe de changement et il est au clair finalement qu'il est en train de se tromper de changement. Et dans ce cas-là, en fait, à ce moment-là, il s'agit de revenir aux enjeux, c'est-à-dire au pourquoi et pourquoi on est en train de faire ce changement. Si en revanche, le board est en train de se tromper de changement, mais que c'est vous qui le dites parce que vous avez une autre perception, la première chose à faire, c'est de contacter Board et de leur expliquer pourquoi vous pensez que ce changement, ils sont en train de se tromper dessus et de faire évoluer leur perception. C'est dans quel cadre que vous dites ça, Pascal? Alors, je vous laisse réagir. Hein. Je vais avancer. Et d'ailleurs, souvent, le board se trompe de changement
ou alors je ne sais pas si dans quel cadre vous dites ça, mais ce qui arrive souvent dans les transformations, c'est qu'en fait, le changement qui est vécu, enfin, le changement qu'on cherche à aborder, c'est-à-dire le cap qu'on est en train d'aborder, c'est le bon. Mais moi, mon expérience, c'est qu'en fait, le board ou les gens qui pilotent le projet se trompent de l'endroit de départ, c'est-à-dire de là où ils en sont. Ils pensent qu'ils sont bien plus avancés que ce qu'ils ne sont réellement en fait dans la transformation. Pourquoi? Parce qu'ils regardent les signes positifs ou qu'ils veulent se convaincre qu'ils sont en train de réussir. Et, et souvent, cet endroit-là, c'est là où ça ne marche pas. Et c'est pour ça que je prends une image, que je mets un positionnement satellite, euh, parce qu'en fait, si on compare ça à un déplacement, si par exemple, moi je dis à toute ma famille, pour Noël, ben, on va le fêter à Nice, voilà. Donc à Nice, bah, il y a un train qui part, je propose qu'on prenne le train de nuit à 18h07, place à Saint-Lazare, pas Saint-Lazare, je sais plus, à Austerlitz. Et du coup, bah, vous prenez tous ce train-là. Et on se donne rendez-vous à 18h07 le 24, on prend le train de nuit, puis, enfin le 23, et puis on fêtera Noël à Nice en arrivant le matin, au petit matin. La problématique que je n'ai pas pris en compte, c'est où sont les gens. Parce qu'en fait, j'ai ma sœur qui est à Limoges, j'ai mes parents qui sont à Nantes, j'ai mes cousins qui sont à Lille. Et en fait, je leur donne une transformation opérée, partir de Austerlitz, arriver à Nice, et je n'ai pas pris en compte l'endroit d'où ils partaient. C'est-à-dire que chacun a quelque chose à faire pour venir jusque-là. Et s'ils le font parce qu'ils sont suffisamment inspirés par passer Noël à Nice, ça marche. Par contre, on sait tous qu'il y a une partie des gens qui n'ont pas envie de faire le trajet ou qui ne peuvent pas. Une parce qu'elle ne peut pas conduire, une autre parce que en fait, bah voilà, c'est un temps de trajet qui est trop long, donc il y a trop de résistance. Et donc du coup, nous, une des premières choses qu'on fait quand on intervient, finalement, c'est qu'on va focaliser une grande partie en fait des ressources sur de la transformation, sur la clarté de l'endroit où sont les personnes et où sont les problématiques qu'on va rencontrer. Ça paraît simple comme ça, mais on se rend compte avec l'usage et les transformations qu'on a opérées que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bien fait. Alors Pascal a répondu pendant ce temps-là, cadre de changement de workflow, création de focus team qui viennent remplacer une réaction de projet team classique. OK. Et donc du coup, le board se trompe de changement. OK. Donc là, et vous, dans cette position-là, Pascal, vous êtes quoi? Vous êtes le change manager? Vous êtes quelqu'un qui conseille la direction? Comment vous êtes? Changement complet d'organisation. OK. Bon, moi, alors, OK, bah, je vous invite à prendre rendez-vous, comme ça on en parlera de manière spécifique, parce que là, il me manque quelques points. Et Pascal, il est au sein du board. D'accord. Et alors, du coup, vous avez quelle fonction, Pascal? Vous êtes au board? C'est vous qui êtes en charge du projet ou alors direction de tous les projets. OK. Bon, moi, ce que je vous invite à faire, Pascal, c'est à prendre rendez-vous avec moi. Et comme ça, on en parlera. Bon, je vais sauter cette slide parce que je vois le temps qui passe. Alors, quelques questions, du coup, pour tout le monde, hein. Maintenant qu'on a commencé à éclairer ça, où est-ce que, selon vous, peut-être comme Pascal, où est-ce que vous ne voyez pas clair dans votre projet de transformation? Où est-ce que vous pensez qu'il manque des trous dans la raquette? Quelles sont les zones sombres, les incertitudes en lien avec votre transformation d'entreprise? Et comme ça nous permettra en fait d'éclairer cette partie-là. Donc, c'est des questions que je vous invite à vous poser et à y répondre, hein, et à le partager. Comme ça, moi, ça me permet aussi de rebondir sur ces sujets-là. Je vais en venir au deuxième point, c'est le leadership. Alors, il y a plein de façons de voir le leadership. Nous, on le voit comme
un domaine de conversation, en tout cas une capacité finalement qu'a le leader de pouvoir créer un avenir dans lequel les gens s'engagent et ont envie de passer à l'action. Ça veut dire que c'est une capacité finalement à être et à générer des conversations qui donnent du pouvoir, dans lesquelles on transforme la perception de l'avenir, qui fait que ça amène les gens à se mettre dans l'action. Alors, j'aime bien la petite image que j'ai mise, parce que souvent, c'est comme ça que se retrouve, on me dirait c'est normal que c'est moi qui l'ai mis, donc j'aime bien ça. Mais c'est souvent le petit bonhomme là, qui est avec ses roues, c'est souvent la façon dont se perçoit et ce que vivent les managers intermédiaires dans l'organisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils viennent avec des solutions qui sont issues de la direction et qui apporteraient un bénéfice. C'est-à-dire que le changement, c'est déjà un bénéfice, ça permet d'améliorer, je veux dire, les ventes, ça permet d'améliorer la façon de travailler, ça permet d'améliorer la façon dont on va aborder le marché. Bref, on va dire que c'est une ressource pour les équipes opérationnelles. Mais la façon de le donner, pour l'instant, fait qu'ils se retrouvent avec des opérationnels. Je vais prendre des gens, par exemple, dans des usines qui produisent, des gens qui sont des vendeurs et qui vendent, d'autres qui sont dans des projets et qui performent et qui développent le projet. Et en fait, eux, pour l'instant, ils ne voient pas ça comme une opportunité. La chose qu'ils voient, c'est j'ai des objectifs, je vais les remplir et je fais comme d'habitude. Et donc, du coup, j'arrive même pas à voir aujourd'hui qu'en prenant cette roue, prenant cette ressource, finalement, je vais aller plus vite, je vais m'améliorer et je vais vivre le changement mieux. Enfin, on voit bien que son image, c'est évident que quand on a une roue ronde à la place d'une roue carrée, on va aller plus vite, ça va être plus facile. Mais la problématique, c'est la perception qu'ont les opérateurs et la problématique de leadership, finalement, des managers qui ont à adhérer à cette transformation et qui ont à la piloter au cas par cas pour les aider. Donc là, par exemple, c'est d'arriver finalement à stopper l'activité pour les amener à comprendre les possibilités d'avoir une roue, leur montrer comment ça marche et clairement les emmener à tirer les cailloux de manière différente pour atteindre leur objectif et leur montrer comment faire parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas faire, même si ça nous paraît évident. Et on est bien dans cette folie, voilà, que décrit Albert Einstein, c'est de faire toujours et encore la même chose et s'attendre à un résultat différent. Donc c'est vrai pour les opérateurs qui, eux, finalement, ne voient pas ce sujet-là, et à la fois pour les managers qui communiquent et qui vivent la transformation de la même manière et donc du coup vont se confronter toujours à une problématique de changement d'habitude. Alors, pour nous, enfin, bon, je vais vous parler d'un concept qu'on utilise justement pour l'encadrement intermédiaire, pour les aider à piloter ce changement et à faire en sorte que ça arrive. Alors, on appelle ça, c'est un concept chez nous qui s'appelle le management performant par évolution, avec les initiales qu'on appelait NPE, et qui part, alors je vais vous faire le cheminement, qui part d'un point où on a déjà de la performance. Alors là, c'est pour calibrer pour des vendeurs ou des marketeurs. Hein. La performance, on la mesure en chiffre d'affaires, en volume, en marge, en mix marché, mix client, mix produit, nombre de clients, nombre de nouveaux clients, évolution et l'évolution dans chacun de ces indicateurs. On va la retrouver la même chose dans la gestion de projet, dans la production, c'est juste que les indicateurs vont changer. Dans la production, on va parler de TRS, on va parler de taux de rendement synthétique, on va parler de chiffre d'affaires, de ligne de produit, de délai de traitement. Enfin, bref, à un moment donné, ce qui est important, c'est juste qu'on la mesure. Et on a des indicateurs pour ça. Ce qui va jouer sur la performance, c'est à la fois les facteurs internes de l'entreprise, c'est-à-dire finalement sa culture, ses valeurs, la façon dont ils achètent, la politique RSE, la politique papier, par exemple le zéro papier, le fait que voilà, on a des ressources limitées, tout ça, ça joue sur la performance d'une manière systémique. Et puis pareil pour les facteurs externes. Facteurs externes, c'est la pluie, le verglas, la COP28, tous les éléments qui sont extérieurs et qui font qu'à un moment donné, on ne va pas avoir la même performance à la fois dans le temps et en fonction des organisations. Mais en tant que manager ou en tant qu'opérateur, finalement, sur ce sujet-là, je n'ai pas la main. Ce sur quoi je vais avoir la main, finalement, c'est l'activité. Et l'activité, c'est l'orientation client que j'ai,
c'est-à-dire la façon, le nombre de, enfin, la typologie, par exemple, de clients que je vais voir. L'orientation de produit, c'est aussi le nombre, c'est de quel produit je leur parle, finalement. Ça, c'est l'orientation produit. Et ça va avoir un impact sur la performance. Pareil pour l'organisation du temps, la façon dont je vais m'organiser ou je vais organiser les équipes, ça va avoir un impact sur la performance. Et la quantité de travail, plus je travaille, en général, plus j'ai de la performance, c'est vrai et faux, hein. Et la qualité, parce que ça dépend aussi de la qualité du travail. On voit bien qu'il y a des commerciaux ou des gens qui sont dans des usines de production, des opérateurs, qui n'ont pas le même rendement sur un même temps donné. Et en manageant cette activité, j'ai déjà un peu plus d'impact, finalement, sur la performance. Troisième point, c'est que pour générer cette activité, il est nécessaire que j'ai des compétences. Donc, ces compétences, c'est le nombre de connaissances que je connais, enfin que j'ai, les aptitudes, c'est-à-dire les savoir-faire, et la motivation que j'ai à générer de l'impact dans mon activité. Et donc, en fait, c'est parce que j'ai des compétences que je développe une activité, que je développe la performance. OK, mais alors, on va dire ça, c'est vrai tout le temps. Souvent, les managers, ils se focalisent surtout sur la performance, et quand ils génèrent un changement, quand ils veulent un changement, souvent, on va parler de changement dans la performance. C'est-à-dire alors que, en fait, le premier levier, donc je vais aller sur mon slide suivant, c'est qu'en fait, ce qu'on veut dans la transformation, c'est générer une performance différente, meilleure, euh, en tout cas quelque chose qui est du plus et qui va se traduire comme ça par la transformation. Et souvent, ce qu'on veut voir, justement, quand on projette la transformation, on la projette là, on dit, OK, ça va nous apporter tel gain, tel gain, tel gain, tel gain. OK. Mais ce n'est pas suffisant pour embarquer les équipes. Ce qui va commencer à embarquer les équipes, c'est quand on va descendre au niveau de l'activité, parce que c'est une folie, une hérésie, et c'est pourtant comme ça qu'on le voit dans les organisations, c'est de vouloir une performance différente, donc un changement différent, sans changer l'activité des gens, ou sans avoir une perception de comment on va changer l'activité. On leur dit, OK, il faut que tu aies une performance différente, il faut que vous ayez une performance différente en tant que manager, en tant qu'opérateur, en tant que vendeur, en tant que chef de projet. Mais on ne va pas se préoccuper de vous aider à changer l'activité pour atteindre ces objectifs-là. C'est déjà une réflexion, alors que nous, on mène justement, mais que plein d'entreprises ne mènent pas. Et ensuite, il faut descendre à un volet suivant. C'est que pour changer les compétences, l'activité, en fait, c'est pareil. Si vous changez l'activité et que ça génère une performance différente, c'est qu'il y a des coups de pied au cul qui seraient perdus avant. Donc, et ce n'est pas censé être le cas. Ce n'est pas qu'une histoire de coups de pied au cul. Mais souvent, il y a plein de dirigeants qui pensent comme ça. Ce qui va faire la différence, c'est qu'on va changer aussi les compétences en termes de connaissances, d'aptitudes et de motivation, qui va générer une activité différente, qui va générer une performance différente. Et pour ça, c'est justement le rôle des cadres intermédiaires, du middle management, d'aider, finalement de soutenir, c'est-à-dire de faire des aider à petit à développer une compétence, la mettre en lien avec une activité et développer la performance, planifier justement ce changement et cette montée en compétences, ce changement en termes d'activité, suivre, dans le sens, au fur et à mesure, regarder les petits pas et aider la personne à passer le cran d'après, avec des entretiens, avec des visites, avec des réunions qui font qu'à un moment donné, bah, ça se passe de compétences à activité à performance et du contrôle. Alors le contrôle, ce n'est pas avec un grand K, hein, le contrôle, c'est plutôt pour valoriser et reconnaître et aider les personnes finalement à voir qu'elles ont développé justement une compétence différente, une activité différente, une performance différente, et de pouvoir savoir que maintenant elles sont capables de ça, qu'elles l'ont emmagasiné, et donc du coup qu'elles peuvent s'appuyer dessus comme une force pour aller encore plus loin dans la transformation. Donc ce modèle-là, on le conduit, nous, dans les entreprises, à la fois pour des forces de vente, des opérations, dans le sens des usines, des sociétés informatiques, du pilotage de projets. Bref, c'est ça qui va permettre, en fait, de pouvoir développer et engager et amener le changement jusqu'au bout, et surtout de le faire vivre dans la sérénité. Parce que cet effort qu'on demande aux gens, en fait, il a un sens, il est soutenu, et du coup, il est amené dans une sérénité et dans un contexte dans lequel les gens ont envie de s'engager.
Et donc, vous voyez, là, il y a 3 points. Et c'est une façon dont on a même de diagnostiquer le changement, c'est de regarder dans la culture d'entreprise ce qui est en train de se fonctionner, ce qu'on demande en termes de changement, les compétences clés des managers. Nous, on les a listées, il y en a une onzaine, enfin, il y en a une dizaine, et puis les compétences clés en lien avec la gestion du changement pour les managers, qui sont au nombre de 4. C'est l'intégrité. Alors l'intégrité, il y a plusieurs niveaux, hein. C'est faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, c'est le premier niveau. Être vrai envers ses valeurs, c'est-à-dire finalement d'incarner le changement et d'être en vrai envers la croyance qu'on a du changement. Et c'est une des premières problématiques qu'on va rencontrer, c'est d'arriver finalement à faire en sorte que les managers vivent le changement au même niveau que le board des directeurs et de faire en sorte qu'ils l'aient intégré en eux comme une croyance de un, c'est possible, deux, j'ai envie d'y aller et j'ai envie de conduire mes équipes au succès. Et le troisième niveau d'intégrité, c'est justement c'est d'être ce que l'on dit, c'est-à-dire d'annoncer quelque chose qui va se produire et qui fait que ça génère de la confiance et de l'engagement. Bon, je ne vais pas aller sur les 3 autres parce que je vois le temps qui passe. Et je me dis que voilà, un des points que vous pourriez regarder pour piloter vos transformations, c'est justement, si vous regardez maintenant votre transformation, celle sur laquelle vous avez commencé à partager, c'est quelles compétences il manquerait à vos managers et quelles sont les résistances exprimées par vos managers à propos du changement. En étant clair sur ces deux questions, vous allez pouvoir commencer à mieux avoir une meilleure vision finalement de ce qui est en train de pêcher et ce que vous pourriez faire pour améliorer la capacité des managers à s'investir en fait de ce changement et de cette transformation et aller au bout. En tout cas, voilà, c'est des questions que je vous suggère de vous poser. Alors, j'ai pas regardé le chat pendant tout ce temps-là. Donc, on avait les biais cognitifs. Jonathan, est-ce que vous communiquez le replay? Je vais le communiquer. Valérie, les biais cognitifs, facteurs humains, ouais. Stéphane Diffila, salut Stéphane, je suis content de te voir. Difficulté de mettre des changements lorsque tout va bien pour le moment, et donc anticiper une rupture marché affirmée. Ok, effectivement. Ok, et puis ouais, tu es dans les télécoms, donc et il y a pas mal de changements au niveau de la structure globale, si je ne dis pas de conneries. Ok, bah, on peut en parler, Stéphane, hein, après, avec plaisir. En plus, on n'est pas très loin, donc on peut même déjeuner ensemble, si tu veux. Didier, réussir le changement, c'est dire ce que l'on va faire, à faire ce que l'on a dit. Ouais, ça c'est clé. Merci Didier. Puis en plus, toi, tu sais très bien le faire. Et il n'y a pas que Stéphane. Ok. Ça marche. Alors, pour conclure, parce que je vois qu'il est 12h19 et moi, je dois rendre l'antenne là, maintenant, parce qu'il y a une autre conférence qui démarre à 12h30. Je vais du coup lancer. Voilà, on a 3-4 minutes devant nous. Si vous avez des questions, est-ce que tout est clair déjà pour vous? Est-ce qu'il y a des endroits où vous voulez que j'éclaire autrement, dans le sens où j'ai pu aller vite sur certaines choses? En tout cas, alors Fanny me dit que tout est clair, ok. Voilà, en tout cas, moi, j'ai été ravi de faire ce webinaire, partager certaines clés qu'on peut avoir, voilà, et aider à regarder le changement d'une manière un petit peu différente. Voilà, n'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, parce que je n'ai pas pu répondre à tout. Voilà. Et si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on aille plus loin en individuel, voilà, n'hésitez pas du coup, à prendre rendez-vous. C'est directement connecté à mon agenda, donc normalement la date, je l'honorerai, voilà, enfin, je l'honorerai, c'est sûr. Et je serais ravi de pouvoir échanger et parler avec vous de la conduite du changement, des transformations, aller plus loin dans des cas aussi qu'on a déjà pu avoir pour vous éclairer et puis vous soutenir du mieux possible. Voilà. Didier, tu me fais rire.
Pascal, que peut-on dire sur ce qui doit se passer, en amont de la définition des caps de changement à décider à prendre? Alors, je relis la question. Que peut-on dire sur ce qui doit se passer en amont de la définition des caps de changement à décider à prendre? Dans le sens, alors j'essaie de comprendre la question en lien avec le contexte, hein. En fait, quand on est en amont des caps de changement, pour moi, hein, le principal, c'est déjà d'être clair sur la situation, c'est-à-dire de faire accepter. Enfin, quand on est dans des boards, nous on fait des audits, des diagnostics, justement, pourquoi c'est fait par des sociétés externes? C'est parce que du coup, quand on se rend compte que dans des boards, en fait, tout le monde a raison. Chacun a raison et chacun veut imposer son point de vue. Parce que ça marcherait mieux comme ça marcherait mieux comme ci, ça marche pas. Et en fait, il n'y a pas de consensus. Et la plus grande difficulté quand on engage, enfin une des difficultés quand on engage un changement ou quand on veut amener l'entreprise à faire un changement et d'une certaine façon, c'est d'arriver à fédérer des gens autour d'une vision commune. Et souvent, on a une partie de la vision. Et donc, en faisant un audit et un diagnostic, en interrogeant chacune des personnes et puis en allant regarder le changement, comment il s'opère ou comment il est perçu dans les équipes de management, on va arriver à poser une vision qui est claire et qui va être partagée par l'ensemble sur une grande partie en tout cas. Et donc, il y aura suffisamment de points d'alignement pour qu'ensuite la vision proposée, la feuille de route proposée pour conduire le changement engage et embarque suffisamment de personnes et qu'on puisse se dire, OK, il y a suffisamment de personnes qui sont là. Donc Pascal nous dit, avant que le changement soit décidé, ouais, oui, en fait, c'est d'arriver à partager déjà le diagnostic. Une des clés, c'est de partager un diagnostic. Voilà. Bon, en tout cas, Pascal, voilà, je vous invite à prendre rendez-vous, on en reparlera. Et je vois que voilà, il y a des gens qui commencent à partir. Un grand merci, très aligné avec votre méthode, bravo, merci beaucoup Valérie. À très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt, de joyeuses fêtes de Noël si je vous